Je dis quand même un mot sur le film que vous allez voir, du coup. Ouais. Non, très rapide, mais... Excuse-moi, je dis ça parce que la durée peut être un peu dissuasive, a priori. Et le film est assez incroyable dans sa composition générale, en fait. Vous allez voir un triptyque. Je pense que c'est un peu pensé comme ça, avec une partie assez autonome au tout début, puis une partie assez autonome à la toute fin, sauf qu'évidemment rien ne l'est, parce que tout est lié. Et puis une partie centrale qui est très impressionnante dans sa manière de se déployer sur la question de l'intimité et de la définition du couple. Voilà. Sachant que, comme vous le verrez sans doute tout à l'heure, Carlos n'est pas seulement le metteur en scène, mais cette fois il est à la fois l'acteur, le metteur en scène, et que c'est sa femme qui joue le rôle féminin principal. Ça va être hyper simple de poser des questions sur mais l'amant c'est le vrai, tout ça, enfin, vous imaginez. Mais le film a vraiment une ampleur qu'on aimerait voir souvent. En fait, c'est le genre de film qu'on voyait très facilement dans les années 70 et 80, et dont on pense aujourd'hui en France on ne peut juste plus les tourner, parce que les salles passent plus des films aussi ambitieux, etc. Ça reste du coup extrêmement important pour nous, non seulement de les diffuser, mais que vous soyez nombreux à venir les apprécier. Bonne projection, il y a tout à l'heure avec Carlos Regalas. Très bien. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Carlos Regalas. Merci beaucoup d'être là, Carlos. Ça nous fait très plaisir. Et nous, des émeutes, mais nous aussi, enfin, je veux dire, collectivement. Alors, on va laisser 3 minutes aux personnes qui souhaitent quitter la salle. On va commencer un peu classiquement, mais ça fait un peu longtemps que tu n'avais pas fait de long métrage. Donc moi, j'étais inquiet. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va faire derrière? Du coup, explique-moi un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on avait vu ton précédent film, qui au passage avait eu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Et du coup, comment tu es parti pour commencer à écrire celui-ci? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et merci. Vraiment, j'habite à la campagne et j'ai beaucoup de travail à faire, à part le film. Donc, après le film précédent, j'ai fait une maison et j'ai construit des autres choses. Et puis, j'ai fait des choses pour la miel des abeilles et des choses pour les animaux pendant 1 an et demi. Puis, il avait 5 enfants, il faut les amener à l'école, il faut faire beaucoup de travail à ce niveau-là aussi. Et puis, finalement, j'ai eu l'énergie pour écrire ce nouveau film. Et puis, on a tourné pendant presque 3 ans, en même temps qu'on montait le film. Et voilà, 5 ans passent rapidement. Oui, si on fait toutes ces choses. En fait, notre film, je pense qu'il est sorti en 2013, je crois. Donc oui, c'est 5 ans. Et alors, du coup, 3 ans de tournage, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui justifie cette durée-là? Tu avais des attentes particulières? C'est des difficultés de production? C'est parce que tu as besoin de tourner pour pouvoir continuer à écrire? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on tourne pendant 3 ans un film comme celui-là? En fait, non, le film était écrit depuis le début. Et il y avait des histoires d'époque, c'est-à-dire le temps de la sécheresse, le temps de la pluie. Ce sont les 2 saisons qu'on peut retrouver au Mexique. Et il y avait tout ce qu'il fallait tourner avec les taureaux, qui était très difficile. Donc, toutes les choses des taureaux, on les a tournées en sécheresse, c'est-à-dire en hiver. Et je n'ai pas fini de tout faire, donc il fallait attendre encore 1 an pour faire certaines choses. Puis les concerts, par exemple, au début, c'était un vrai concert qui se faisait au Palais des Beaux-Arts à Mexico. Donc il a fallu vraiment aller le tourner au moment où ça s'est passé. C'était presque quand j'avais juste fini d'écrire le scénario. Donc c'est à partir de ce moment-là que je compte 3 ans. Et oui, il y a eu 2 étapes. On travaille toujours selon 10 personnes dans l'équipe technique et tout ce qui se passe, et toutes les personnes qui sont dans le film sont des gens qui font ce genre de travail dans la vie.
il faut s'adapter à beaucoup de situations de ce niveau-là. Et puis le film est long, et alors il fallait vraiment mettre du temps à le monter. Et voilà. Alors, on a répondu à tout sauf à la première question qui est, mais t'es parti d'où pour écrire ce film? Ton point de départ à toi, c'est quoi? Mon point de départ pour le film, dans le sens de Ta première idée, à partir de laquelle tu as commencé à tirer quelques fils d'accord, je pour comprends. écrire le scénario. Oui, il y avait d'un côté la campagne que j'aime, les animaux, le taureau en soi-même, c'est un animal que j'aime beaucoup et qui a perdu son lustre dernièrement. C'était un animal classique avec le lion, les aigles, et aujourd'hui c'est un animal qu'on n'y pense pas, on pense seulement comme une espèce d'origine de la viande, c'est tout. Et j'avais envie de faire quelque chose autour de ça. Et puis j'avais envie aussi de faire un film psychologique d'un conflit d'un couple. Et essayer d'aller jusqu'au bout là, et avec comment on dit, des déviations qui arrivaient au fur et à mesure. Alors, tu dis ça, que c'est un film psychologique, en fait, il est en partie, oui, parce qu'y compris le spectateur prend plaisir à voir jusqu'où ça va aller, à échafauder des hypothèses. Oui, ben moi, inversement sans doute, mais y compris des hypothèses presque plus graves que ce qui arrive à l'écran, parce que quand même, à partir du moment où tu mets une scène entre le père et l'enfant qui dit qu'on pense à des choses terribles, qu'il a peut-être déjà fait des choses terribles, on attend nous aussi des choses terribles, et donc l'hypothèse de la mort, par exemple, ou du meurtre, ou du suicide, plane sur le film. Comment tu as travaillé, toi, ces hypothèses-là, et comment elles t'intéressaient ou pas, dans l'écriture ou dans la mise en scène? Je me souviens pas très bien. Vraiment, je ne sais pas. J'écris le film, je pensais aux idées générales du film, et puis pendant longtemps j'ai repéré, j'ai travaillé un peu dans 2 ou 3 de ces ranges, et puis finalement je me suis mis à l'écrire, et je l'écris rapidement, comme j'ai toujours fait avec tous mes films, en 3 ou 4 jours, et en suivant seulement l'intuition, presque un instant, mais c'est plus de l'intuition, parce que l'intuition implique qu'il a la raison, mais qu'elle est arrière. Et puis on a fait le film, et le film, tu sais, il ne sort pas d'un endroit très rationnel. Donc je ne peux pas vraiment répondre au film. Je pourrais dire, essayer de faire des mots ici, mais je ne sais pas vraiment très bien, et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Vraiment, d'où tout ça vient, et ce que ça veut dire et tout. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais ça m'intéresse beaucoup plus, c'est que chacun de nous, de vous, peut y penser. De mon point de vue, un film doit être un objet qui fonctionne dans la bilatéralité, donc j'essaie de faire quelque chose d'objectif, ce n'est pas de relativisme. Et puis, je le vois comme un verre objectif qu'on peut remplir soi-même, chaque membre de l'audience, du public. Et voilà, c'est tout. Un verre objectif qui joue quand même beaucoup sur la question du point de vue, puisque pour le coup, pardon de donner mon ressenti, de donner celui de la salle, mais de donner la parole à la salle, le film est assez sévère par rapport à la figure masculine que tu incarnes. Donc, enfin, il me paraît assez sévère sur l'espèce de folie quand même du personnage, mais qui est une folie évidemment très intéressante, puisqu'elle est une folie de fausse liberté accordée à l'autre, enfin de espèce de générosité qui se met tellement en scène qu'elle en devient complètement aliénante. Oui, le film a beaucoup à voir avec l'imperfection de cet être humain. Et donc, il y a cet homme qui, peut-être par une espèce d'ennui existentiel, quelque part provoque ou aide à provoquer des choses qui éventuellement se rendent très compliquées pour lui. Un peu dans le sens de cette chose qu'on dit en Chine, qui est quelque chose comme fais attention à ce que tu désires parce que ça peut devenir vrai ou réel, je ne sais pas. Vous connaissez, c'est sûr. Bon, alors, peut-être que ces choses commencent à arriver et puis il ne peut plus pas contrôler ce qui se passe. Ce n'est pas une question de contrôle,
seulement il devient désespéré, il a peur de perdre sa famille, sa femme et tout. Et alors il fait des choses pas terribles, mais en même temps il essaye d'être réel et honnête. Mais parfois ils se trompent tous, la femme aussi. Ils ont tous leur propre agenda, même l'américain, je crois, et bien sûr que la femme de cet homme aussi. Ils essayent de mettre en place leur propre complexité, leurs propres contradictions vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis de tous ceux qu'ils aiment. C'est surtout le couple, le mari et la femme, essayent d'harmoniser leurs propres contradictions et les contradictions qu'on pourrait trouver dans l'espace de deux personnes, évidemment. Tu disais, dans un entretien que j'ai lu, que l'un des points de départ, c'était quand même le fait que tu avais remarqué une évolution très sensible dans les rapports de couple et les rapports entre les gens, qui était l'arrivée du numérique et des iPhones. Donc, quel est le rapport avec le film pour toi et comment ça peut servir de déclencheur à une nouvelle histoire de couple? Bon, je sais que grâce à l'immédiateté, on peut dire ça, de la communication par courrier électronique, maintenant par les iPhones, le WhatsApp et tout ça, il y a beaucoup de rapports d'infidélité qui se développent plus rapidement qu'avant, ou qui tient et qui restent vivants, qui s'allument, parce qu'il y a cette spontanéité, non pas cette spontanéité, cette immédiateté de la communication qui peut devenir une espèce d'addiction. Et alors, ça allume beaucoup ces idées ou ces envies de désir. Et ça s'est fait que les nouvelles générations ont beaucoup changé la façon de commencer les rapports intimes. Et ça change maintenant. Si tu vas la nuit dans un bar, comme ça, et tu essaies de parler à quelqu'un, tu peux être très suspect. Parce que normalement les jeunes font les choses à travers leur nouvelle identité qui est une identité virtuelle. Et donc il y a un peu de ça dans le film, et dans une famille qui fait une chose qu'on a fait pendant 200 ans ou plus, mais qui traverse un nouveau temps, que c'est ce temps de la communication numérique, comme tu dis. Mais ça c'est seulement un petit élément du film. Qui pose la première question ou la première réaction? Ouais. C'est une belle salle, ceci. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'avais une question, mais c'est plus en rapport avec Post Tenebra aussi, et ce film, et c'est le rapport aux animaux, en fait. Je me pose des questions, comment c'est possible, en fait, de filmer ça, en fait, à chaque fois, de mettre autant en danger des gens, surtout, en fait, dans Post Tenebra, où je sais pas si c'est votre fille ou pas, au début qu'on voit, au tout début du film, non? Vous voyez, pour moi, c'est limite de la science-fiction, en fait. Je me demande comment on met ça en place dans la réalité, en fait. Comme dans ce film aussi, avec les taureaux. En fait, à la fois, ça me touche parce que je viens aussi de la campagne. J'ai vécu ça, mais genre, jamais j'aurais pu imaginer le mettre en place comme ça, en fait. Et je me pose vraiment des questions logiques sur comment mettre en place ça. Comment c'est possible. Oui, vous avez raison, les animaux sont très présents dans mes films, et surtout dans les deux derniers. Et, j'aime beaucoup les animaux comme vous, et les plantes aussi. Et pour le début de Post Tenebras Lux, en réalité, il n'y avait aucun danger. Et ça se sent dans les films, mais les chiens qui sont là, même s'il y avait un pitbull par exemple, et ce sont des chiens qui nous aiment. Et donc il n'y avait aucun problème. Et les chevaux n'allaient pas se rapprocher trop. C'est comme ça, tu vois, quand on travaille à la campagne, on ressent. Pardon? Oui, exact. Dans le film, on a l'impression qu'ils sont plus près qu'ils sont en réalité. Mais de toute façon, ils sont assez proches. Mais je savais qu'ils n'allaient pas plus proches que ça. Et ici, par contre, c'était vraiment très très difficile, parce que les taureaux, c'est un animal vraiment très, très agressif, quand il a peur, bien sûr, et d'une force incroyable. Et donc, il n'y avait pas moyen de tourner tout ça d'une façon directe, à la main, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les endroits où il se trouve, dans les champs. Donc, il a fallu inventer quelque chose.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez une idée comment on a tourné tout ça. Par exemple, la fin. Pardon? Oui, justement. La seule façon de le faire, c'était avec un drone. On a pensé à faire des cages ou à faire une grue très longue, mais c'était impossible. Donc on a volé des drones plusieurs fois, jusqu'au moment où ça pouvait tenir. Mais je voulais que les drones ne se sentaient pas comme plein de drones. C'était simplement parce qu'il n'y avait pas moyen de le faire autrement. Et par contre, la mule qui est égorgée, c'est pas un drone, on est là. Mais je dois vous dire qu'on n'a pas tué la mule. Et c'est vraiment, mais ce n'est pas non plus comme on fait aujourd'hui dans beaucoup de films des images d'ordinateur. C'est les cadavres d'une vraie mule. Et puis avec la coupe, et leur chant et le son, on a tout construit. Et c'était un parti pris pour moi de faire comme ça. Mais oui, je voulais absolument montrer la force de ces animaux parce qu'on ne sait pas beaucoup de ces animaux, comment se comportent les taureaux et tout ça. On me demande par exemple si on les entraîne pour qu'ils agressent, et ce n'est pas du tout le cas, et aussi pour montrer la force qu'ils sont. Et les dangers auxquels les gens qui doivent les nourrir tous les jours, on doit s'exposer tous les jours de leur vie. Il y a un danger assez important. On a eu peur plusieurs fois, c'était difficile, vraiment difficile de tourner tout ça. Parce qu'on a utilisé des drones, mais pas tout le temps. Et on a fait une cache en fer, et du coup, une fois, un des taureaux a traversé le fer, et il a failli le détruire. Il y a eu des moments assez forts comme ça. Et c'était important de le faire pour le film. Oui, c'était l'hacienda qui élève des taureaux en vue de corrida de tauromachie. Oui, tout à fait. Et les taureaux mâchés, qu'est-ce que ça veut dire mâchés? Non, ils ne sont pas mâchés. Ils sont tauromachie. C'est l'art pour de les entraîner au combat et l'art de la les corrida. mettre en piste pour la corrida. Tout à fait. Oui, mais ils ne les entraînent pas, mais oui, c'est un élevage de taureaux. Bon, mais alors donc, si je comprends bien, vous êtes pour quel genre de corrida? Oh, c'est pas le Non, d'abord, c'est pas important. Ben ça. non, c'est très important. Ah oui, parce que si je suis pour ou pas, ou si je Non, mais par exemple, dites par exemple au Mexique, on ne fait pas de mise à mort. Oui ou Non, non? oui, on fait la mise à mort en Espagne. Bon, bah, bravo. On est sauvages. Et En quelque sorte, parce que voilà, c'est quand même, il s'agit de souffrance animale. Bon, la liberté c'est bien, mais jusqu'à un certain point. À part ça, moi j'ai trouvé que les rapports hommes-femmes, ce sont des rapports où le monsieur tire des ficelles, il fait jouer les uns contre les autres à sa guise. Bon, puis à la fin, adviendra que pourra. bon, par rapport à la deuxième commentaire, plutôt que question, oui, cet homme il veut diriger un peu la situation, mais ça c'est une qualité que les hommes ou les femmes peuvent avoir. Et pour moi, il ne s'agit pas de femmes ou d'hommes, il s'agit de deux êtres humains. J'aurais pu faire le film à l'inverse, ou j'aurais pu faire le film de deux lesbiennes qui avaient eu un élevage de taureaux, par exemple, ou des homosexuels. Peut-être qu'un des deux homosexuels serait plus manipulateur que l'autre. Mais ce n'est pas une question de parler comme ça des femmes ou des hommes. C'est comme ça que je le vois, bien sûr, si vous le voyez différemment, c'est comme ça. Et pareil, je dirais pour le taureau, je vous dirais déjà que le film ne parle pas des corridas, et le film parle de l'élevage des taureaux. Et voilà, donc je ne parle pas des corridas. C'est pas important si je suis pour ou je suis contre. Allez-y. Bonsoir et bravo pour le film. Ça me fait penser, je suis là sur votre gauche, ça me fait penser à un film que j'ai vu l'année dernière qui s'appelle Make to My Love. Je trouve que vous avez un peu la même façon de filmer le désir et puis aussi les animaux. Donc bravo. Et ma question, j'avais vu aussi Post Tenebras Lux, j'ai vu aussi les autres films. Et vous commencez toujours vos films par des enfants qui courent. Est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous?
Oui, quelque part, quand on commence un film, on essaie de créer un petit monde qui va se dérouler devant nous pendant quelques heures. Et l'aspect matériel, l'aspect disons, spatial, atmosphérique est très important. Et il ne faut pas, de mon point de vue, commencer avec le récit narratif tout de suite. Il faut d'abord créer une espèce de condition émotionnelle. Donc, oui, ça s'est fait que le dernier film, je sais commencer avec des enfants qui jouent. Je ne sais bien pourquoi, mais j'imagine que ça a à voir avec quelque chose de primaire qui a à voir avec le fait de vivre avant de vivre en pensant, seulement vivre et jouer. Et le jeu des enfants, c'est toujours ça. Il n'y a même pas la parole, il y a des enfants qui jouent. Et oui, je l'ai fait 2 fois déjà, je ne sais pas exactement pourquoi. J'espère, oui, on verra les prochains, j'espère que ça changera. Mais oui, c'est une façon d'ouvrir un monde, non? De décrire un peu la nature qu'il y a, l'air, le son de l'endroit, tout ça. Au début, il y a quand même une espèce de jeu de mise en parallèle des âges de la vie. Parce qu'il y a quand même les enfants, puis ensuite il y a le groupe des ados. Les enfants sont quand même fondés sur le fait que les garçons attaquent les filles, et finalement finissent par faire cercle avec elles, dans un même bateau. Donc dans une espèce de paix assez rapidement acquise. Et dans le groupe des ados, en revanche, il y a cette espèce de triangulation déjà de la tentation pour l'autre garçon, et réciproquement d'ailleurs, qui mettent en place des éléments qu'on va retrouver dans l'histoire des adultes. Enfin, Tout à fait. En fait, le film a beaucoup à voir avec à un certain moment, il s'appelait, pour moi, quand je l'ai écrit, ça s'appelait là où la vie naît, une chose comme ça, là où la vie est née. Et pour moi, ça allait avoir avec le fait qu'il faut qu'il y ait de sexe opposé techniquement pour que la vie continue, pour la reproduction. Mais je parle aussi des plantes, que des animaux, que des êtres humains. Et donc, j'insiste, pour moi, ce n'est pas du tout une espèce de guerre des sexes ou quoi que ce soit, mais du fait de la reproduction pure. C'est-à-dire, c'est étrange qu'il y a les 2 sexes dans la Terre déjà, c'est quelque chose de très binaire, de binaire par définition. Et comme je dis, même au niveau des plantes, et que ça existe per se, quoi qu'on dit, quoi qu'on fait, quoi qu'il soit. Et je voulais montrer cette, je ne veux pas dire tension dans le sens négatif, mais cette disons, activité de double direction qui se passe entre les femmes et les hommes depuis qu'on est enfant. Donc au début, on peut dire qu'on s'attaque, mais puis on veut être ensemble comme les jeunes, et on discute, on rigole, et puis on est des couples, et puis on se reproduit nous-mêmes, et il y a des nouvelles relations qui commencent. Et oui, je crois que tout ça était là. Mais je n'ai pas dit ça parce que c'est évident. Non. Il y a quelque chose qui est aussi évident, mais tu vas le dire quand même. Non, c'est qu'il y a une ambition assez opératique dans le film. Il y a un vrai rapport à la musique, que confirme le générique de fin avec l'orchestre qui s'accorde, hein, mais en fait elle est très présente avant. Tu citais la scène du concert enregistré à Mexico, mais avant aussi, il y a vraiment un rapport à la musique dans la composition générale, dans précisément le désir d'être d'abord dans la sensation, dans l'écoute, avec une sensualité très forte du son et sa spatialisation. Enfin, et j'ai envie que tu parles de ça, parce que c'est un sujet compliqué d'aborder, mais dans quelle mesure la musique a pu influencer pas seulement les passages qui sont dédiés à la musique, mais aussi la structure même du film. Bon, tout l'aspect sonore d'un film, pour moi, c'est si important que l'aspect visuel. Il construit la réalité telle qu'on l'aperçoit dans un film. On le fait avec ceux deux sens, le sens de la vision et de l'écoute. Et j'essaie toujours de rester très proche du son tel que je l'entends dans la vie ordinaire, dans la vie physique, plutôt que de mettre, par exemple, de la compression sur la musique ou sur le son déjà, quand on mixe, pour rendre un son cinématique, cinématographique. Je préfère vraiment me rapprocher le plus que possible au son de la nature. Et donc, du moment que j'essaie de attraper les images, j'essaie d'attraper le son pour construire déjà des images sonores qui ont une qualité moléculaire, si vous voulez, c'est-à-dire où la présence
des objets, des êtres humains ou quoi que ce soit, ou des paysages, soit définitif, soit important, soit clair, soit pas une représentation, mais une prise du réel, de la présence. De ce point de vue, moi je pense que le cinéma c'est un art de la présence, comme la peinture, par opposition à la littérature, qui c'est une art de la représentation. Mais beaucoup du cinéma, malheureusement, de mon point de vue, c'est de la littérature filmée, parce que c'est de la représentation aussi. Mais moi, ça m'intéresse énormément la présence, c'est pour ça que je parle de son. Et puis pour aller à la musique, oui, les aspects musicaux sont liés à l'existence de ces couples, peut-être qu'ils sont écoutés, et cette musique, ou peut-être que pas. Bon, dans le cas de la voiture, on voit que la femme l'écoute, bien sûr. Mais oui, il faut orchestrer et créer une narrative qui fonctionne avec tous les éléments qui ont du sens dans un monde comme celui-là. Et c'est ça que j'ai essayé de faire, de marquer l'importance de la musique que ces gens peuvent avoir dans leur vie. Et comme d'ailleurs, c'est important pour presque la majorité des gens. Moi, je voulais savoir si votre femme avait participé à l'écriture ou pas du tout. En fait, seulement pour la lettre qu'elle lit dans la prise aérienne. Là, oui. Très bien. Alors, voilà. Mais c'est ce que je voulais savoir parce que je trouvais que son explication de son rapport à son mari, son amour et son détachement et sa volonté de grandir par elle-même, de devenir elle-même, c'était vraiment des paroles de femme et je me disais, si c'est lui, chapeau, c'est très... Il connaît bien les femmes et c'est très sensible et donc c'est votre femme. Et ça fait pas en fait, non, je dois vous dire que moi je l'ai écrit, mais en fait elle était 2 fois plus longue. Et ma femme m'a aidé à la couper à moitié. Mais non, mais le mot qu'on dit, j'écris et oui, c'est comme ça. Et en fait, je voulais aussi donner mon sentiment. Cet homme m'a vraiment beaucoup agacée. Plus ça allait, plus il m'agaçait parce que je trouvais qu'il ne comprenait pas. Il comprenait rien, quoi. C'est-à-dire que, en fait, son seul problème, c'est qu'elle le quitte pour un autre, c'est qu'elle n'aille même pas baiser parce que je crois qu'ils s'en fichent un peu, mais qu'elle aime un autre. Et c'est ce qu'elle dit à la fin. Tu as tiré les ficelles, vous avez organisé les choses et moi j'étais à côté. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle est niée jusqu'au dernier moment. Elle est niée. Et lui, il est sur lui. D'ailleurs, même quand il va voir son pote qui va mourir, il ne pleure pas sur son pote, mais il pleure sur lui. Enfin, je trouve que c'est incroyable comme on voit quelqu'un qui est complètement sur lui et qui ne comprend pas du tout ce qui se passe autour de lui, et notamment ce sentiment de cette femme qui grandit et qui se trouve elle-même, quoi. De mon point de vue, ça c'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça, dans le sens que je crois qu'ils sont tous, ils cachent tous les 3 personnages des choses et ils essaient les 3 d'arriver à ce qui est important pour eux en essayant jusqu'à un certain point de respecter les autres. Et je crois, en fait à la fin j'ai laissé ces derniers mots pour la femme qui dit ce que vous avez bien d'écrire sur le ficelle. Et normalement, on pense que quand on voit la fin, c'est la conclusion de l'auteur aussi sur le film, mais ce n'est pas forcément ma conclusion. De mon point de vue, c'est ce qu'elle pense de ce qui va se passer. Mais de mon point de vue, c'est plus compliqué que ça. En fait, ce n'est pas qu'elle ne comprend rien de mon point de vue, hein, mais de toute façon, ça montre de chaque de nous ce qu'on est quand on parle du film. Ce n'est pas parce que je l'ai fait que j'ai raison. Mais de mon point de vue, c'est plus... que l'homme est désespéré parce qu'il a peur de perdre sa femme. Et en fait, il aime sa femme, et je crois que sa femme lui aime lui, en fait. Mais il a peur que si elle tombe amoureuse de cet homme, il va la perdre. Il n'a pas envie de perdre sa femme et ses enfants et sa famille. Et donc, ils sont dans une lutte assez complexe. Et pour moi, ce n'est pas si simple comme qu'il tire les ficelles, comme s'il était vraiment une espèce
personne sans cerveau, ou sans identité, ou sans volonté. De mon point de vue, ils sont tous égaux, pardon. Et alors, de mon point de vue, c'est plus complexe que ça. Et ce n'est pas qu'il les manipule tout le temps. Même peut-être qu'on pourrait dire qu'il est manipulé par une désespération ou un ennui qu'il a dans lui, qu'il ne se rend même pas compte. Je pense qu'il faut être d'une façon beaucoup plus inconsciente que ça, inconsciente. Et en plus, je crois que la femme aussi, c'est facile de dire qu'elle est en train de croître, de grandir et de changer, mais ceci, elle ment aussi. Elle n'est pas claire. Et lui, il est désespéré parce qu'il voit que la communication ne marche plus. Il se demande pourquoi. Donc, c'est facile de dire que cet homme est un emmerdeur, qu'il fait chier, pardon. Mais la réalité, c'est que la grande majorité d'êtres humains, bon, non, je ne sais pas si c'est la grande majorité, mais une grande quantité d'êtres humains, hommes ou femmes, n'auraient pu pas supporter ça depuis le début et auraient quitté la maison tout de suite, ou seraient séparés beaucoup plus tôt, ou même auraient devenu violents. Mais il faut être plus... C'est-à-dire, ils n'ont pas un comportement héroïque, ces gens dans ce film. Ils sont des êtres humains qui essayent d'être meilleurs qu'ils peuvent être. C'est mon point de vue personnel. Avec une particularité sur ce côté tirer les ficelles de la marionnette, qui est le rapport aux mots, parce que la première fois qu'elle contre-attaque d'une certaine façon, en l'accusant dans la chambre, elle lui met en évidence le fait que son obsession, c'est qu'elle utilise ses propres mots, que ce soit lui qui verbalise ce qui s'est passé, ce qu'elle devrait avoir pensé. Effectivement, au cœur du film, il y a aussi cette espèce d'obsession du langage et de la transparence, qui a aussi à voir avec son activité professionnelle, de poète. Et en fait, cette obsession, elle traverse le film, y compris dans la lettre pendant le plan aérien, puisqu'elle commence quand même par citer des expressions qu'il utilise lui, notamment pour parler des animaux, enfin, comme si le moment de l'apaisement, c'était un moment où tout à coup on accepte qu'on est nourri par les mots de l'autre, alors qu'à d'autres moments du film, c'est précisément ça l'ennemi, c'est-à-dire de pouvoir penser avec ses propres mots. Tout à fait. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi un écrivain comme personnage, parce que je voulais quelque part montrer des événements qui forment l'objectivité, ou ce qu'on peut appeler la réalité, c'est-à-dire des événements qui se produisent. Mais puis, on m'a dit parfois qu'avec le voix off, avec tout ce qu'ils disent, en fait, je double l'information, alors ça devient inutile. Mais je crois que ce n'est pas du tout ça. C'est que du moment qu'on donne des paroles aux choses, on met ce qu'on ressent en paroles, c'est le moment dans lequel on transforme l'objectivité du réel ou des choses qui se produisent en subjectivité. Parce qu'on doit mettre les choses en paroles et les exprimer, surtout si on est dans une relation, il faut parler, parce que c'est la seule façon qu'on a d'exprimer la pensée. Mais déjà, il y a un processus de subjectivisation très forte, et puis il y a les limites de la parole. Et bien sûr que lui, il essaye de sortir ou d'éliminer ces mystères qu'il a autour de lui à travers la parole. Et comme c'est un outil pas complet, pas tout à fait adéquat, et il n'arrive plus jamais à vraiment avoir la clarité qu'il voudrait. Et la même chose arrive à la femme, comme tu dis dans cette lettre. Elle essaie d'exprimer, elle va très loin, mais de toute façon, il y a toujours des limites dans les paroles, et il y a toujours la subjectivité. Comme cette histoire de ficelle à la fin, c'est elle qui dit ça, et beaucoup de gens pensent que c'est la conclusion du film. J'insiste, de mon point de vue, c'est la conclusion de sa subjectivité à elle, seulement. Et donc oui, c'est deux niveaux de choses qu'on voit et de choses qu'on non. On peut dire que des simons, des choses qu'on dit. Il y a un décalage là, qui est celui du décalage en fait, de une communication ordinaire de la vie, qu'on souffre tous les jours, tous les êtres humains, partout. C'est comme ça que ça marche. Et c'est-à-dire que les paroles ont une limite par définition. Par rapport au poète, qui est plutôt dans les métaphores, Et là dans le film, il est analytique dans sa relation. Non, c'est qu'en fait, il n'est pas... Il est très analytique, mais en même temps, il est très émotionnel, et en même temps, il est
attiré par quelque chose qu'il ne voit pas dans lui. Comme je parle de cette nuit, il pense que tout est arrivé comme ça par hasard, mais je crois qu'il a provoqué beaucoup de ce qui se passe. Donc, bien sûr que il semble que je suis en contradiction là, et ça ne m'arrangerait pas, mais justement, tout ce qui se passe dans cet homme est contradictoire. Je ne dirais jamais que c'est un homme analytique, et ceci et cela. Il essaie d'être analytique déjà. Ailleurs, il est très émotionnel. Il fait des choses qui n'ont pas de sens par rapport à son analyse. Déjà, il essaie de trouver la clarté et il pousse toujours, pour moi dans son sens, moins de clarté. Donc, c'est très confus. Pardon? Quelque part aussi, grâce à la fragilité de la femme, qui se sent attrapée à jouer les jeux. Oui, mais je pense que la femme, de mon point de vue, par exemple, on a dit 2 ou 3 fois, surtout aux États-Unis, parce qu'ils ont un agenda très fort, je pense, que le film est machiste parce que cet homme joue avec sa femme et la manipule. Et je me demande, vraiment j'ai demandé aux gens, donnez-moi un exemple de machisme dans le film. Le machisme, techniquement, ça veut dire qu'un homme considère que par le fait d'être un homme, il est plus important que la femme, et alors il peut la sous-juger. En gros. Excuse-moi, mais c'est pas l'histoire du machisme. Non, c'est justement ce que je dis. Mais laissez-moi y aller. Non, je pense que ce n'est pas du tout le cas. De mon point de vue, déjà, première génération de féminisme, cette femme ne fait pas le ménage, n'est pas avec les enfants, elle va à Mexico, elle fait ce qu'elle veut, même son travail, etc. Mais plus concrètement, et on a dit, mais le moment où lui, il l'a fait coucher avec cet homme pour aller regarder. Et on a dit ça plusieurs fois, même les gens quand on faisait le film, je me dis, pour moi, ça c'est vraiment du machisme, parce que on pense que la femme est vraiment idiote, elle ne sait pas ce qu'elle fait. En fait, l'homme, peut-être qu'il a développé une espèce de maladie mentale, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, que ça soit une maladie, mais il devient un voyeur. Il a envie de voir sa femme, peut-être parce qu'il ne peut pas aller plus loin, il n'est pas en communication avec elle, d'une certaine façon, il veut être proche d'elle, il ne sait pas comment. Il demande à son ami, son ami dit qu'il aimerait avoir du sexe avec elle, et puis il se barre. Et la femme, même au début, dit je vais rester avec toi pour boire un verre, et puis je vais me casser. Évidemment, après, il change d'avis, etc. Mais l'homme ne la force jamais. Donc, c'est étrange comment on pense que la femme est nullifiée par lui tout le temps, comme si elle n'avait pas son propre volonté, quoi. C'est étrange. Je ne dis pas que personne ici a dit que ça soit une histoire de machisme, mais on m'a dit ça plusieurs fois, surtout aux États-Unis. C'est ce que je trouve très étrange. Oui, vous voulez le micro? Il est vraiment complexe, votre personnage. Oui, moi je ne comprends pas. Voilà. Je vois qu'il déambule dans sa maison, tout gringalet dans son grand pantalon avec ses bottes et ses éperons. Et je crois que c'est une image qui peut-être le symbolise bien. C'est-à-dire qu'il est poète, il peut être extrêmement doux, avoir des conseils et des conversations très belles avec ses enfants, surtout son fils aîné, comme ferait tout père qui aime son fils, qui au moment propice sait lui dire des choses qui vont l'encourager ou le soulager. Il est capable d'être très ému par la mort de cette mule qu'il connaissait depuis longtemps, qui rendait bien service. Et en même temps, quand même, il a un comportement bizarre. Il est jaloux. Il va quand même monter une petite histoire. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour vibrer, est-ce que c'est pour retrouver sa femme, mais quand même, il va manipuler toute cette histoire avec ce soi-disant copain. Et à la fin, ben oui, il est triste, il n'est pas content, il pleure. Et moi, j'y vois un rapport avec la violence animale. Mais la violence animale, pas celle du torero. Dans ce décor, le fond, le Mexico,
la ville, la campagne, ce climat rude, à la fois très chaud, des pluies violentes, ces plantes grasses et ces piquants qu'il y a tout autour de la maison. Cette violence aussi dans la musique, hein, c'est pas pour rien que vous filmez un concert avec des percussions où on en a plein les oreilles. Dans ce décor-là, tout ce que vous filmez que d'habitude on filme pas, hein, l'atterrissage d'un avion, d'habitude ça se fait pas, ça. Ces orages, ce vent dans les arbres, et ces taureaux qui se battent. Ils se battent avec leurs cornes, hein, comme c'est naturel, hein, c'est la vie. Et vous, en fait, vous mettez un personnage qui, lui, va se battre quand même avec ses cornes à lui. Hein. Passons sur l'image, mais il se bat et à la fin, il est triste. Et moi, j'y vois la fin, moi, je la vois comme ça. C'est lui qui meurt, c'est le taureau qui meurt. Hein, l'autre, il est parti, et dans ce combat, c'est lui qui meurt. Alors, c'est ma vision. Est-ce qu'elle est acceptable? Oh, tout à fait. Et je partage beaucoup ce que vous avez écrit. Dans le film, normalement, dans la littérature, en occident, etc., on a toujours des héros, ou même des héros, mais des personnages plus définis. Mais dans la vie, c'est pas comme ça, et c'est ça qui m'intéresse. On peut créer des personnages complexes qui ont des contradictions permanentes. Et puis, comme je vous dis, pour moi, c'est plus important de montrer quelque chose qui est solide, mais qui n'est pas unidirectionnel dans le sens, et c'est vous que vous pouvez remplir cette vase. Mais moi, je pense, comme vous, je ne pense pas que lui soit un monstre qui manipule la femme pour ça, seulement tout le temps. Bon, c'est bien. Ouais, partage. On va prendre la dernière question, j'en glisse une quand même en montant. Tu l'as écrit pour toi et ta femme? Vous saviez que vous alliez jouer? En fait, non, justement. Je l'ai écrit comme mes autres films pour n'importe quelle personne que j'allais trouver pour incarner le personnage. Et c'était assez difficile, très difficile. En fait, je fais un long casting et je ne trouvais pas. J'ai cherché en Espagne, au Mexique, en Argentine, au sud des États-Unis, chez les Latinos, etc. Je ne pouvais pas trouver la femme. Mais il y avait des acteurs qui venaient chez nous pour faire des tests. Et ma femme m'aidait avec les répliques. Je me suis rendu compte qu'elle pouvait le faire. Elle pourrait le faire. Je lui ai proposé, elle a accepté. Elle avait un peu peur des chevaux parce qu'elle n'avait jamais monté un cheval. Mais elle était brave, elle l'a fait. Et puis moi, j'ai commencé à tourner le film avec un autre homme. Pendant 2 semaines, je tournais. Mais ça ne marchait pas. Et je finis. J'ai décidé de ne plus tourner avec lui et de le faire moi-même. C'était une espèce d'urgence. Et je savais que ça allait causer certains problèmes. Mais à la fin, je pense que pour moi, c'est une banalité. C'est-à-dire, le film devrait pourrait être lu et sans savoir qui est le réalisateur ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est une chose banale. Et que je sois là. Mais je comprends aussi si quelqu'un me dit c'est pas banal parce que finalement, c'est toi, c'est ta femme, ce sont tes enfants. Et ça doit traverser quelque part la réalité. Mais non, mais c'est comme si à Noël, on fait chez nous une espèce d'œuvre de théâtre d'Ibsen, n'importe qui, et on la représente soi-même parce qu'on est là. On ne va pas appeler des comédiens pour le faire. C'est un peu plus comme ça. Vraiment, c'est comme si j'étais infirmier, j'ai travaillé avec les éléments que j'ai à côté, mes enfants inclus. Et c'est pour ça qu'ils sont là dans le film aussi. Mais oui, tout à fait. Bonsoir, merci pour ce film qui a levé en moi des sentiments assez contradictoires, très enthousiastes par certains côtés et plus dérangeants par un autre côté. Mais je voudrais d'abord vous demander dans quelle région est-ce que se situe la ferme? C'est à l'état de Tlaxcala, nord-est de Mexico, à 200 km de Mexico. Alors, vous avez présenté le film en disant que vous étiez centré sur un travail d'ordre plutôt psychologique. Et les commentaires ont beaucoup circulé sur
la psychologie du monsieur sur la gamme moins. Mais je trouve qu'en prenant cet axe-là, vous proposez une interprétation littéraire de votre film, alors que d'une certaine façon, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez vous éloigner de la littérature. Alors, moi, je défendrais plus. J'ai quand même été certainement plus intéressée par tout ce qui était paysages, animaux, lumière, El Cielo Master Paente, social mexicain qui est au-dessus des collines. Et donc, ce rapport à la nature qui est extrêmement fort, une forme de violence qu'on dit archétypale au Mexique, qui est présentée d'une certaine façon, à travers les animaux peut-être, à travers, je sais pas, les rapports sociaux entre les gens sont esquissés. Je voudrais dire, bon, le personnage de Leche, la bonne, il y a quand même des différences de classe qui sont extrêmement nettes et des différences physiques. Par exemple, moi, quand j'ai vu les premières scènes avec les enfants, je me suis dit, bah, c'est bizarre, hein, on n'a pas vu le même Mexique parce que là, ils sont tous blonds. Et je ne comprenais pas ces enfants qui étaient tellement blancs, si vous voulez, tellement peu indigènes, tellement peu autre chose que blanc, type européen. Et je pense que ces dimensions du film, elles sont importantes aussi. Et voilà des réflexions que j'ai eues en regardant votre admirable travail et la beauté des photos qui souvent est absolument magnifique. Bon, d'abord, je voudrais dire seulement que je l'ai décrit comme psychologique, même moi, je ne crois pas à ça. En fait, j'aurais pu mieux m'exprimer, j'aurais dit c'est un film, pour moi, c'est un film de l'existant, de l'existentiel. C'est ça qui m'intéresse, c'est la présence d'objets, des êtres humains à une situation émotionnelle qui se déroule. Et quand j'ai essayé de dire rapidement psychologique, c'est parce que déjà par rapport à une espèce de, je ne veux pas dire lutte des classes, mais des différences sociaux et des tensions des classes qu'il peut y avoir d'ailleurs presque partout dans le monde, je crois que partout, mais au Mexique particulièrement. Et on m'a reproché, un ami très intelligent au Mexique, que dans les autres films, toujours, j'ai fait des commentaires critiques sur la classe haute au Mexique. Et là, que je ne les avais pas fait, et que ça, il n'aimait pas. Et donc, je me disais qu'il ne fallait pas forcément le faire. C'est-à-dire, on ne peut pas penser comme ça, parce que sinon, on devient dogmatique. Ce n'est pas que Bergman ou quelques Européens qui peuvent faire un film sans savoir ces commentaires de classe, par exemple. Donc, délibérément, je n'ai pas voulu le mettre dans le film. Mais la situation qu'on voit déjà, c'est suffisamment clair. Il ne faut pas appuyer ou souligner, parce qu'on voit les choses déjà, parce que j'essaie d'être fidèle à ce que je perçois comme réalité. Puis, dans ce que je perçois comme réalité, il faut dire que le Mexique a 140 millions d'habitants, dont, disons, 10 ou 15%, 12, je ne sais pas, parce que ce n'est pas une question de priorité pour dire c'est blanc ou c'est pas noir, ou c'est pas blanc, mais disons qu'il y a, je ne sais pas, 14, 30 millions de blancs. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes, 3 fois la Belgique. Donc il y a des blancs. Même, c'est vraiment, de mon point de vue, terrible de dire que les Mexicains sont les vrais Mexicains seulement qui sont bruns et qui sont ces mélanges. En fait, les Mexicains sont tous les Indiens purs, le mélange, les Allemands qui sont venus y habiter et les Mexicains. Comme ça, en fait, c'est là que le colonialisme, c'est comme ça, et c'est comme ça que le pays s'est construit. Donc il y a des blancs, et normalement, il y a beaucoup, les propriétaires de ces endroits, souvent, sont des blancs. Et donc j'étais fidèle à ce que je voyais. Et voilà, j'essaie simplement de montrer ce que je vois. Et il ne faut même pas mettre des commentaires, parce que les commentaires,
sont pas nécessaires. En voyant, on peut déjà tirer les conclusions et voir comment les choses se passent. C'est le moment de dire merci beaucoup, Carlos Regalas. Merci. Merci beaucoup.